Le 24 décembre 1969, la France entière s'apprête à fêter Noël. Les rues de Cherbourg sont calmes, il n'y a aucune activité sur le port, compte tenu du mauvais temps. Pourtant, dans l'ombre, des dizaines de gens convergent vers le port et embarquent en toute discrétion sur 5 navires flambant neufs. Depuis la création de l'État hébreu, il règne dans la région une tension permanente avec les voisins arabes, et plus précisément l'Égypte et la Syrie. La situation peut dégénérer à tout moment. 2 conflits ont déjà eu lieu en 1948 et en 1956, et il est clair que ce n'est pas fini. Israël sait qu'elle doit renforcer ses armées par tous les moyens pour faire face aux dangers. Alors, au début des années 1960, la marine israélienne est indéniablement le parent pauvre des forces armées israéliennes. Les marines arabes, soutenues par l'URSS, bénéficient des nouveaux missiles soviétiques mer-mer. Israël, pour combler son retard, passe alors une commande de vedette à la République fédérale allemande qui lui vend déjà des armes secrètement. Mais celle-ci décline l'offre, le secret étant éventé par la presse. Depuis sa création, l'État d'Israël bénéficie d'excellentes relations avec la France. En 1965, la commande est officialisée et confiée aux constructions mécaniques de Normandie, basées à Cherbourg. Cherbourg est avant tout un port et une ville arsenal avec une forte activité de construction navale publique et privée. Fondés en 1946 par Félix Amiot, un industriel cherbourgeois, les CMN sont spécialisés dans la construction de navires de faible tonnage en bois ou en acier. Aussitôt le contrat signé, l'amiral Mordechai Limon débarque à Cherbourg accompagné d'ingénieurs et d'officiers de la marine israélienne afin de superviser la fabrication des bateaux. Après avoir cherché différentes solutions, mon père a rencontré en France un monsieur qui s'appelait Félix Amiot, qui était un grand ingénieur et qui avait créé un chantier naval à Cherbourg. Ceux-ci s'installent durablement à Cherbourg, accompagnés de leur famille et s'intègrent à la vie locale. Je ne les ai pas vus arriver parce que moi je travaillais à l'époque dans l'atelier moteur à l'hôtel Atlantique. On avait de très bonnes relations avec ces gens-là. Hein. Les CMN planchent sur les plans allemands, les revisitent et les achèvent selon les desiderata de la marine israélienne. Celle-ci veut le meilleur pour ses navires en termes d'équipement et de performance. Ils contrôlaient, ils surveillaient, ils posaient beaucoup de questions, ils étaient très curieux des techniques. Le 5 juin 1967, Israël n'a pas d'autre choix que de déclencher la célèbre guerre des 6 jours. Si les Israéliens parlent de guerre préventive, la France accepte mal cette attaque soudaine et contraire à leurs recommandations. D'autant qu'Israël conquiert un grand nombre de territoires. Le général de Gaulle déclare un embargo sélectif, c'est-à-dire une interdiction de livrer des armes à Israël. Et donc en Irak, bien sûr, et se dit il faut changer de politique. Et pour ça, évidemment, on ne peut pas alimenter les deux camps, donc il faut être cohérent, il faut arrêter de livrer aux Israéliens pour pouvoir livrer massivement aux Arabes. Les Français expliquent que l'embargo est imposé sur le Moyen-Orient. Mais en effet, en pratique, il est pratiquement seulement sur Israël, en effet. L'opinion publique était très pro-israélienne, très. Et la presse était presque entièrement très pro-israélienne. La radio, la télé, même la télé qui était la télé de l'État. Et c'était extraordinaire de voir l'écalage entre l'attitude officielle, la politique officielle de la France et l'opinion publique et la presse de l'autre côté. L'embargo devient alors total. Rien ne doit plus être livré à Israël. La tension est alors à son paroxysme entre les deux anciens alliés. L'ordre est tenu secret jusqu'à son application. Mais celui-ci se perd opportunément et n'arrive que le 7 janvier, alors que 2 autres vedettes ont quitté Cherbourg prétextant des essais en mer.
Devant l'immobilisme du gouvernement, Félix Amiot décide en protestation de suspendre ses paiements à l'État. L'embargo persistant, il faut une porte de sortie. Celle-ci prend la forme miraculeuse d'une proposition de la Starboat, société norvégienne, qui veut racheter les vedettes. Les Français se ruent dans la brèche et les Israéliens n'ont bizarrement rien à y redire. Moi, je n'étais pas au courant, mais peu de temps. La France avait inauguré le deuxième sous-marin atomique français. Après la cérémonie, il devait rester encore un peu, Debray devait rester encore un peu à Cherbourg pour quelques conversations politiques qu'il avait sur place, et les journalistes devaient attendre pour que le train spécial retourne à Paris, et ils se sont promenés dans la ville en attendant. Il y a un journaliste anglais qui est arrivé au port, comme ça, en se promenant, sans rien chercher de spécial. Et il a vu une rangée de bateaux de guerre, comme ça, liés les uns aux autres. Alors il est rentré chez lui et il m'a appelé comme porte-parole de l'ambassade. Simplement, il m'a dit, vous avez des bateaux? Et j'ai vu, mais c'est quoi ces bateaux-là? Pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils toujours là? Ah, qu'est-ce que je dis? Je dis ce qu'on m'a dit de dire, que ces bateaux-là ne nous appartenaient plus, que nous les avons vendus. C'est vrai que c'était nos bateaux à l'origine, c'est nous qui les avons commandés, mais nous les avons vendus. À qui? Au Panama. Bon, vous avez vendu au Panama, alors pourquoi sont-ils toujours là? Ça, il faut demander au Panama. Je n'en sais rien. Le lendemain, ce journaliste anglais, dans son journal en Angleterre, a effectivement écrit un petit rapport, c'était pas énorme, en disant « Histoire bizarre, tel bateau vendu au Panama, pourquoi le Panama a-t-il besoin de bateaux de guerre aussi ultramodernes ?» et tout ça et tout ça. Le problème était qu'il fallait chauffer les moteurs. Un moteur comme ça, il faut amener la température à 100 bars pour pouvoir réellement le démarrer. Donc il faut des générateurs. Mais les générateurs sont des moteurs qui font énormément de bruit. Et donc à chaque fois, il a fallu mettre en route ces générateurs. Il y a eu des plaintes des résidents, ceux qui habitaient à proximité. Donc voilà, on est prêt à partir le jour de Noël, le 24. Mais depuis 3 jours, il y a un vent d'ouest qui souffle. Et la mer est de plus en plus agitée. Et ce jour-là, à 8 h le soir, je reçois par la BBC les informations maritimes. Sévère Gale 9. Ça veut dire que la mer est de force 9. Vraiment force 9. Avec un vent d'ouest. Le vent et les vagues vont dans le même sens. Ça veut dire qu'on a des vagues de 8 mètres. En quelques heures, la nouvelle fait le tour des agences et oblige le gouvernement à une réaction à 4 h du matin. Ils expliquent alors la vente à la Norvège. Mais la Norvège ne sait rien de tout ça. Elle n'a jamais entendu parler de la Starboat. Elle s'offusque du mensonge et menace la France. Le scandale enfle et la supercherie apparaît au grand jour. Alors, le jour même de Noël, dans l'après-midi, notre chargé d'affaires à l'ambassade, Ethan Ron, que j'ai déjà mentionné, a reçu une convocation du ministre des Affaires étrangères, qui était Maurice Schumann, de venir le voir d'urgence. Qui a volé les navires? Où vont-ils? En Norvège? Au Panama? En Alaska, comme le suggère Paris Presse? Ou plus simplement, en Israël? Finalement, Gibraltar signale le soir le passage de 5 navires non identifiés. Michel Debré, ministre de la Défense, demande le bombardement des vedettes en pleine mer par l'aviation. Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, refuse de le suivre sur ce terrain. On est arrivé à Gibraltar.
Là, il y avait un bateau réservoir qui est venu de Haïfa pour livrer des phosphates à Roanne, une ville en France. À Cherbourg, c'est la cohue. Mais les équipes envoyées ne peuvent filmer qu'un pauvre quai vide. Quant aux Cherbourgeois, ils n'ont rien vu, rien entendu, mais ne cachent pas leur joie du vol des vedettes. Si à Haïfa commence une attente fébrile, depuis le passage à Gibraltar, Israël reste discret. En France, le monde politique est en émoi. On veut des responsables. Le Conseil des ministres du 31 décembre aboutit à un communiqué officiel. Le Conseil des ministres a décidé de suspendre de leurs fonctions le général Cazel et l'ingénieur général Bonte. Le gouvernement a décidé de demander le rappel de 2 des membres de la mission diplomatique israélienne à Paris, qui se sont portés forts au nom du gouvernement d'Israël de la validité des contrats de cession. Quand les bateaux s'approchent de Haïfa, il y règne alors une véritable euphorie. Moshe Dayan lui-même est là pour accueillir ses héros. La médiatisation internationale de la traversée des vedettes israéliennes offre au chantier de Félix Amiot une publicité mondiale. Dès 1969, le chantier a mis au point une version améliorée du modèle israélien, la Combattante 2, écroule rapidement sous les commandes et les visites de délégations étrangères. Après avoir démontré leur qualité nautique entre Cherbourg et Haïfa, les vedettes vont démontrer leur valeur militaire lors du nouveau conflit qui oppose Israël à ses voisins arabes en octobre 1973. J'ai appelé un ingénieur qui était notre contact avec le chantier. Je lui ai dit, nous venons pour un petit tour nostalgique à Cherbourg. Donc j'arrive en ferry et il est sur le quai. Il me dit alors, écoutez, on vous a préparé ici une voiture pour que vous puissiez vous promener dans les environs. Demain, vous êtes invité à un déjeuner au chantier naval avec le directeur. À part ça, on a vu que vous avez réservé une chambre à l'hôtel dans le port. On a changé la chambre pour celle que Moka avait cette nuit-là. Il y avait des fleurs, des fruits. Au déjeuner, le lendemain, il a dit, d'abord, nous avons été heureux que vous preniez les vedettes et que Paris ne se mêle pas de nos affaires avec leurs embargos. Mais surtout, après le départ des vedettes, vous nous avez fait une réputation marketing extraordinaire. Pendant 20 ans, les vedettes de Cherbourg défendront les frontières d'Israël. ומבק בהוא לשלח לה